Merci Gérard de cet exposé brillant. Je crois que tu voulais rassembler ce qui était éparse, les enfants et l'art, le blanc, le noir, l'intuition et la raison, et que tu voulais aussi répondre à des questions de la salle. Donc si vous avez des questions, nous allons vous faire passer des micros. En attendant que vous me posiez des questions, je voudrais rajouter que finalement, si on va jusqu'au bout de la source, il y a une expérience que j'aime beaucoup au XXe siècle, parce que dans le XXe siècle, justement, on a vu qu'on allait de mouvements de plus en plus iconoclastes, de plus en plus originaux. Si on prend du début avec les dadaïstes, qui ont abouti à Marcel Duchamp. Et puis après, si on prend toutes les écoles, en passant par Andy Warhol, Picasso, etc., jusqu'à aujourd'hui, on voit cette aventure iconoclaste qui est très importante. Ça a été le XXe siècle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de vivre le XXIe siècle de la même manière. Être, comme dit Ben, être plus original qu'original, est-ce que c'est vraiment être original? C'est lui qui pose cette question, comme il a l'art de poser des questions. Et moi, je retiens du XXe siècle une expérience que je trouve extraordinaire. Et quand je pense à la source, c'est pas que c'est un modèle dans sa réalisation, mais il y a un point commun, c'est l'expérience du Bauhaus. C'est-à-dire le Bauhaus, il y a l'idée de transmettre, c'est-à-dire tous ces artistes du Bauhaus, que ce soit des architectes comme Walter Gropius ou des peintres comme Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schleimer et autres, ils ont touché tous les domaines artistiques, le théâtre, la danse, les objets, c'est-à-dire l'art dans la cité. Et ça, j'aime énormément ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas, comme aurait tendance vous savez, la caricature de l'avant-garde peut tomber dans le piège de se fermer sur elle-même et finalement ça devient un délire auto-mégalomane comme ça, où on dit mais je suis incompris parce que Van Gogh l'était aussi. En fait, tout d'un coup, ça a été un peu ridicule. Et au contraire, je trouve que maintenant, on est assez ouvert, et les artistes et le public, à revenir faire l'art dans la cité, c'est-à-dire tous les métiers d'art. Le Bauhaus faisait tous les métiers d'art. Malheureusement, le Bauhaus c'est une école qui a été interrompue, il faut bien le dire, par le nazisme, et les artistes sont partis aux États-Unis ou autres, mais c'était une sacrée belle expérience. Et moi, je vois ça un peu comme un idéal pour le XXIe siècle. Tout d'abord, merci. C'était formidablement intéressant et ça renvoie à des choses très complexes, enfin, du moins pour moi, le Midrash, etc. Et ça fait voyager. Je voulais juste poser, mais c'est peut-être l'objet d'un débat entier, une question. Quand vous avez évoqué le rétable de Grunewald, vous avez dit c'est scandaleux. Ah, vous faites la grimace, vous n'avez pas envie d'en parler. Si je vous raconte l'histoire du Grunewald, simplement, ça prend 10 minutes. C'était plutôt une question d'économiser du temps, parce que le temps est court. Mais si vous voulez que je vous donne toute l'aventure du Grunewald, et pourquoi j'étais scandalisé par ce tableau, et pourquoi j'en ai fait un à ma manière, en réponse à Grunewald, je peux vous l'expliquer si vous voulez, mais peut-être qu'il y a d'autres questions, enfin, je ne sais pas comme vous voulez. En acceptant les étiquettes qu'on a, je ne sais pas si vous me voyez sous le look d'un bobo, pourquoi pas, d'un charlatan, pourquoi pas, d'un clown. Mais quand même, je préférais que vous me voyiez sous l'aspect d'un clown, c'est ce que je préférerais. Gérard, tu parles beaucoup, mais quelle est la part de la peinture? Qu'est-ce que représente la peinture dans tout ce que tu dis? Pas grand-chose, à vrai dire. C'est pour ça que j'en parle peu. La peinture, pour moi, est un outil de travail. C'est un outil, et c'est la seule chose que je sais faire. Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un qui tombe à l'eau et qui se bat des bras pour ne pas se noyer. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai fait toujours des dessins et de la peinture. J'ai eu que des échecs, j'ai pas aucun examen, j'ai été très nul à l'école, etc. Mais j'ai toujours dessiné pour séduire mes maîtresses d'école, pour séduire mes petits copains.
Et je ne me suis pas posé la question pourquoi je dessinais, mais quelqu'un qui se noie et qui bat des mains pour ne pas se noyer, il ne se pose pas de la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'eau, qu'est-ce que c'est que l'art de nager, etc. Pour moi, la peinture, c'est de ce niveau-là. C'est une question de survie. Ça m'a sauvé la vie, la peinture, mais... je n'ai rien d'autre à en dire. Le mieux, moi, ce que je peux te dire, c'est que quand je suis dans l'atelier, je joue le jeu de la peinture, c'est-à-dire il n'y a pas un seul tableau qui sort de l'atelier qui ne me plaise pas. Au moment où il sort, en tous les cas, je me dis, je ne peux pas faire mieux que ça. Et puis c'est une réalité professionnelle, parce que sinon j'aurais tendance à être comme dans la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, où ça pourrait être toujours le même tableau qui se recouche de croûte en croûte et qui devient même quasiment abstrait. Finalement, on pourrait dire que Balzac a inventé la peinture abstraite. Et donc, étant décidément professionnel, je joue le jeu du peintre et de sa galerie, etc., sans trop y attacher d'importance, mais en étant très sérieux dans ce métier. Et ce que je constate en plus, c'est que quand les tableaux sortent de l'atelier, je les assume. Et quand je les revois 4 ou 5 ans après chez les collectionneurs, je me dis, mais merde, comment j'ai pu se faire sortir cette toile, comment j'ai pu... Mais enfin bon, il ne faut pas y attacher trop d'importance. J'ai décidé de ne pas y attacher trop d'importance. Mais je te dis, moi je suis plus admiratif devant le labyrinthe de Chartres ou celui des Sioux que ma propre peinture. Pour moi, je me méfie beaucoup de l'esthétisme. Le beau m'emmerde, il faut bien le dire. Je n'aime plus la peinture de la Renaissance par son côté subliminal. Et ça rejoint la question que vous posiez. Il y a vraiment un côté subliminal dans la peinture de Grunewald. Et je trouve que c'est de l'ordre de la tricherie et des informations sous prétexte d'un discours sur le beau. On vous balance quelque chose qui est malhonnête. Et donc, je me méfie beaucoup d'ailleurs, ne dit-on pas la beauté du diable. Et donc, je me méfie beaucoup du beau. En plus, le beau, si on prend l'art nègre, à une époque, quand j'étais petit, c'était ridicule. Il y avait une femme empaillée à côté d'un masque nègre et tout ça, c'était au musée de l'homme. Et maintenant, les arts vivants, on dit même plus, on ne sait plus comment même appeler ça. Alors, on appelle ça l'art d'art vivant. Et donc, il y a un côté... un jeu de société auquel je ne suis pas dupe. Et pourquoi j'attache pas beaucoup d'importance à la peinture, c'est parce que tout ce que je viens de dire, par exemple, sur la qui serait censé être lié à la peinture, finalement, si je prends un autre artiste que j'aime beaucoup, Dubuffet, j'aime beaucoup Dubuffet. Et Dubuffet, pour lui, la peinture, c'est exactement tout le contraire de ce que je viens de dire ce soir. C'est-à-dire, dès le moment où il y a une idée dans la peinture, ça l'ennuie. La peinture doit être dépourvue de toute idée. L'anticulture, comme il dit. On est à l'opposé l'un de l'autre. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'aime beaucoup Dubuffet. Je ne crois pas qu'il m'aimerait beaucoup, mais enfin, peu importe. Mais moi, j'aime beaucoup Dubuffet. Alors, la peinture, c'est relatif, quoi. Moi, j'aime bien Giorgio de Chirico parce qu'il a l'air de se foutre du monde. Je sais pas. Ce que j'aime, c'est envisager la peinture comme le verre dans une pomme, c'est-à-dire le climat d'un vernissage est un jeu de société. Il ne faut pas s'exclure de la société. Je ne m'exclus pas de ma société. Je n'ai pas les capacités de la refaire, mais au moins j'ai les capacités de montrer que je n'en suis pas dupe. Et quand j'ai peint ces tableaux sur Grunewald avec un catalogue et un commentaire pourquoi j'ai fait ce tableau, on peut comprendre pourquoi j'ai fait ce tableau sur Grunewald. Et pourquoi j'ai fait Alma et pourquoi j'ai fait Passage là. Pourquoi... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on se pose des questions sur quand on voit le tableau Passage où il y a la couverture de la Septante. Le commentaire du psaume de David, le psaume 56 fait par saint Augustin, et puis la couverture dont j'avais reproduit exactement Mein Kampf, la couverture originale du livre de Mein Kampf. J'aime bien qu'on se dise, mais quel est le rapport entre les trois? J'aime bien qu'on pose cette question-là, et puis après on en discute. Dans ce tableau, vos mains sont au centre du tableau, donc, et je trouve que dans beaucoup de vos tableaux, on voit beaucoup les mains. Tout à l'heure, il y avait une main à 6 doigts.
C'est quoi pour vous les mains? Les mains, c'est peut-être... ma grand-mère était italienne, partie que les Italiens parlaient avec les mains. Et donc, les mains, dans la peinture, quand on est peintre et qu'on fait de la peinture figurative, c'est une manière d'exprimer des choses, des expressions précises. Par exemple, regardez les tableaux de Latour. Vraiment, je pense cette partie de carte là où on voit vraiment les mains signifient, on voit il y a toute une elles parlent ces mains, on parle avec les mains et en peinture c'est une manière de dire les choses. Mais là, dans ce tableau-là, elles tiennent des baguettes de sourcier, donc elles ne font pas grand-chose. Mais il y a des tableaux, en effet, il m'est arrivé de faire des mains à 14 doigts. C'est très laid d'ailleurs comme main. Si c'est la collection d'art brut, c'est ça? Bien sûr, je l'avais vu. Écoutez, c'est même cette exposition. Ça fait partie de. Je crois que c'est l'exposition qui m'a vraiment déclenché le fait que je voulais devenir peintre vraiment, parce que elle avait été exposée en 67, je crois, au musée des Arts décoratifs à Paris. Et qui s'appelait l'art brut. Et là, j'étais avec Elisabeth, ça a été une révélation parce que justement, c'était ces peintures de malades mentaux, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à l'époque, moi, je voulais être, j'étais tellement mal dans la peinture à l'école des Beaux-Arts que je voulais faire des dessins d'humour. D'ailleurs, je me lançais dans une carrière de dessin d'humour parce que j'aimais beaucoup Saul Steinberg, qui faisait des dessins d'humour. Comme ça, donc j'étais un peu dans cette mouvance des dessins d'humour. Mais l'art brut m'a fait basculer. C'est justement Dubuffet, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration. Mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que c'est intéressant les questions, surtout quand on n'est pas d'accord. Oui, bonsoir. Moi, je suis un ancien étudiant des Beaux-Arts aussi. Et bien que venant bien plus tard que vous, j'ai découvert votre travail il y a à peu près 25 ans. Et j'ai pas compris, disons que j'ai apprécié votre travail en revenant de Venise. J'avais vu les Tintoret. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à adhérer à votre pratique, et j'ai trouvé ça aussi assez intéressant dans votre parcours, le fait qu'à l'époque, donc c'était devait être dans les années, 86, 88, j'ai vu, je me souviens, un tableau avec Orion, je crois que c'est ça, avec un petit personnage qui est porté par un géant. Donc Orion le classique, Orion l'Indien. Voilà. Et quand je vois votre travail, ce qui me plaît, c'est à la fois l'évolution, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a 25 ans, vous peigniez autrement. Il y a eu le premier tableau de votre conférence, là, cette série des années 88, 90, tout ça. Et après, une interrogation des textes, donc Don Quichotte, la Divine Comédie, tout ça. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un déploiement comme ça, il y a une manière de plier le corps, de le torsionner, etc. Je trouve qu'il y a une grande liberté là-dedans. Et je suis aussi... c'était le climat que vous décrivez au sein des écoles des Beaux-Arts, où la peinture comme ça, on vous met une pression pas possible. Je l'ai connu aussi. Et c'est vrai que, pour moi, vous étiez... parmi d'autres, mais un peu comme un phare, parce qu'il y a aussi une manière de s'amuser dans la peinture, une manière de raconter des histoires. Et cette idée comme ça de raconter des histoires, vous continuez à nous en raconter dans vos peintures aussi. Vous ne seriez pas là, elles nous racontent des choses, et je trouve que c'est très motivant, et très, voilà, ça montre aussi que la peinture peut continuer à être éventuellement anecdotique aussi, pourquoi pas. Et moi j'aime bien les anecdotes dans la peinture, ça fait... Voilà, vous savez, dans les années 70, l'art conceptuel était
beaucoup plus fort qu'aujourd'hui encore, parce que il y avait vraiment, on découvrait vraiment en France Duchamp qui venait des États-Unis. Il y avait les Entretiens de Pierre Cabane, moi qui m'ont donné quasiment un coup de pied dans l'estomac. J'étais aux Beaux-Arts. Et puis il y avait les nouveaux réalismes qui étaient très forts. Enfin, tout ça, toute cette branche héritière de. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a l'idée de quand on est perdu, il y a un peu se ressaisir et de revenir, revenir à la case départ. Mais qu'est-ce que c'est est-ce que j'ai raison de faire de la peinture ou pas? Moi, j'étais dans l'atelier d'un peintre qui s'appelait Saint-Gier, qui était un peintre abstrait sympathique, mais qui Duchamp, alors, il passait complètement à côté. Enfin, ça lui parlait pas du tout. Et dans cette quête de venir, mais il y avait vraiment le choix de dire bon, est-ce que je prends le train en marche de l'avant-garde et je fais comme Boltanski, à la limite, je serais le Boltanski qui est presque un frère aîné. Alors je prends le train de Boltanski, Buren et compagnie, dont la locomotive c'est Buren, c'est Marcel Duchamp, ou est-ce qu'il y a d'autres issues? L'idée de prendre un train en marche, c'est pas vraiment dans mon tempérament. Donc il fallait retrouver des repères, etc. D'où l'intérêt de retourner au musée, là pour le coup, et de regarder de très près le Tintoret, que j'ai adoré. Et d'ailleurs, franchement, je l'aime encore aussi beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai tellement regardé de près le Gréco, Tintoret, Zurbaran. Et puis finalement, aujourd'hui, je m'amuse plus, tout simplement. Je m'emmerde un petit peu aujourd'hui, par exemple, avec Marcel Duchamp, finalement. Quand je vais à New York et que je vois la salle Duchamp par rapport à la salle Picasso, finalement, Picasso, Duchamp, il tient pas là pour moi. Enfin, à chacun ses vérités, mais Duchamp, il tient pas sa place à côté de Picasso. Donc là, d'un coup, j'ai eu une espèce de confiance dans la peinture et un des personnages les plus drôles, vous parlez d'un peu d'humour, parce qu'il faut vivre ça avec un peu d'humour. On est tous un peu comme dans une partie de cartes, chacun a ses cartes. Personne, on fait semblant tous d'avoir la vérité, mais on s'en fout finalement. Et ce qu'il faut, c'est gagner la partie. Et est-ce qu'on la gagnera pour le présent, pour l'avenir? On joue la partie, puis c'est tout. Ce qui compte, c'est de jouer. Un peu dans une prison, les prisonniers, j'ai remarqué qu'ils jouent beaucoup aux cartes. Dans ce jeu, j'ai trouvé que Giorgio de Chirico, les cartes de Giorgio de Chirico étaient vraiment fameuses et plus drôles que celles de Marcel Duchamp, parce que Marcel Duchamp lui propose une vue très intelligente, mais à lui qui détestait le classicisme et toutes les écoles en isme, il détestait tout ce qui était de l'ordre de la rétine, puisque la peinture c'est de l'ordre de la rétine, etc. Donc il déteste le fauvisme, le pointillisme, l'impressionnisme, il en a marre, et il fait des ready-made, et donc c'est très fort, très intelligent, et ça. Mais moi, personnellement, l'étude de Giorgio de Chirico, qui est une réponse à ça, qui m'amuse 10 fois plus. C'est-à-dire, en tant que joie de vivre, parce qu'on est là pour rigoler, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, il y a la période classique de Giorgio de Chirico, qui l'a fait connaître, et qui est sa période métaphysique. Alors là, tout le monde a beaucoup de respect sur sa période métaphysique. Et puis après, il a sérieusement déconné à faire des vues de Venise, en peignant, franchement, très mal à la façon Guardi, ou alors il se fait des portraits de lui en Louis XIV. Alors là, on s'est dit, ça y est, ce coup-là, il est complètement gâteux. Et moi, personnellement, c'est dans sa période de gâtisme que je l'aime beaucoup. Parce que pour moi, c'est à partir de cette... c'est pas de la dérision. Il a écrit un livre sur le fait de comment peindre des cheveux. Alors, c'est très très drôle parce qu'il les peint très très mal. Donc c'est assez marrant de voir son livre comme Duchamp d'ailleurs va écrire un livre sur une certaine... ou à partir du 8e coup aux échecs, comment on peut continuer une partie, mais encore faut-il tomber sur le 8e coup, ce qui n'a pas raison d'être, puisque Duchamp était un grand joueur d'échecs. Moi j'aime bien aller jusqu'au bout d'une espèce de
là encore, pour moi, tout ça fonctionne en boucle, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de vérité qui s'échappe à ça, et les théories de l'art de Giorgio de Chirico, on a l'impression qu'il feint d'y croire, puisqu'il n'a pas le choix, il fait semblant d'y croire, et je peux vous dire que moi, c'est comme ça que je vis les choses, et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler de ma peinture, bien que je la fasse très sérieusement. Parce que alors là, si j'avais de la dérision par rapport à moi-même, si je ne me croyais pas moi-même, mais alors là, il n'y a rien. Alors, tandis qu'il faut, j'ai appris le métier de peindre, puisque personne n'était foutu de m'apprendre à peindre aux Beaux-Arts, parce que ça, c'est aussi le problème. J'aurais aimé connaître une école des Beaux-Arts comme existe un conservatoire de musique, qu'on m'apprenne la musique, qu'on m'apprenne à travailler l'oreille. Personne ne savait peindre aux Beaux-Arts, hein. Il y avait Chaplin-Midi, Yves Braillère, Singier, donc des mecs qui ne savent pas peindre, quoi. Donc il a fallu que j'apprenne à peindre par moi-même, et la seule manière, c'était d'aller voir dans la bibliothèque le manuscrit du docteur de Mayerne, qui était l'ami de Rubens, ou de regarder les tableaux de très près. C'est comme ça que j'ai regardé, j'agaçais les guides, ils me connaissaient, on est encore celui-là, au musée du Louvre, quand j'allais voir de trop près le portrait de Saint-Louis peint par Le Greco, par exemple, ou Goya, qui était une vraie leçon de peinture. C'est la seule leçon de peinture, c'est de la regarder de très très près. Alors, je peux vous dire qu'on n'a pas le droit de la regarder de trop près non plus, pas avec une loupe en tous les cas. Il faut jouer le jeu, encore une fois. Il faut le... Bonsoir, merci pour votre exposé. Moi, je suis curieuse et je m'interroge sur ce qui vous a amené en fait à étudier la Kabbale, parce que c'est vrai que le judaïsme, c'est quand même l'abstraction, le verbe, le mot. Alors j'ai compris que vous étiez un joueur de mots, mais comment on passe de la peinture au verbe ? Alors, ça se recoupe vraiment avec les conversations qu'on vient d'avoir, parce que dans ce sentiment d'être un peu paumé avec ces peintres des Beaux-Arts qui ne savent pas peindre, et où on ne sait pas ce que c'est que la peinture, et que Duchamp, dans les années 70, on découvre vraiment Duchamp. Là, vraiment, c'est une vraie révélation. Je pense là, il y avait la traduction de Jacqueline Risset de Dante, quoi. C'est quoi le texte? C'est la Divine Comédie de Dante. Et je lis ce texte, je lis des interprétations sur ce texte, et j'y lis quelques interventions kabbalistes, et tout ça. Donc je me suis beaucoup intéressé à Dante. Et puis très rapidement, il y a des choses qui m'ont pas plu du tout chez lui. Par exemple, comment fonctionne l'enfer. D'ailleurs, on prend à son pied dans les enfers de Dante. On commence à s'ennuyer un petit peu dans le purgatoire, et on s'ennuie complètement dans le paradis. Ce qui est assez amusant, c'est que, vous savez, c'est le fameux thème « Hors l'Église, point de salut ». C'est pour ça que Virgile n'accompagne pas Dante au paradis pour retrouver Béatrice. Et donc, je me suis intéressé à la Kabbale de Dante. J'ai suivi des conférences, j'ai lu des livres sur la Kabbale de Dante, et à un moment donné, on voit les sources de Dante, de sa Kabbale, et donc on tombe sur tous les kabbalistes de la Renaissance qui, certains étaient juifs, mais la plupart ne l'étaient pas. Et donc très rapidement, vous avez une espèce de conscience, comme c'est le cœur même de la Divine Comédie, puis c'est excitant, la Kabbale. Vous prenez conscience qu'il y a deux kabbales, la kabbale juive et la kabbale chrétienne. Et dans la mesure où l'origine c'est la kabbale juive, on aurait tendance à s'intéresser aux sources même de Dante, qui n'est pas la kabbale chrétienne, où Pic de la Mirandole ne fait que suivre quelque chose qui avait été écrit quelques siècles plus tôt quand même. Et puis même le Zohar, par exemple, qui est ce texte de la kabbale espagnole, lui-même est une pensée écrite qui vient d'une tradition orale encore plus ancienne. Donc, découvrant petit à petit, suivant des conférences et tout ça, je me suis intéressé à la Kabbale tout simplement en pensant rester dans l'idée de la Kabbale. Mais à un moment donné, si vous commencez à être un peu sérieux, vous êtes obligé de tomber sur des auteurs dont il faut se méfier, parce que
un auteur qui parle de la Kabbale et qui ne parle pas hébreu, ça me fait justement penser à un curé qui parle de la Bible et qui ne parle pas l'hébreu non plus. C'est comme si un professeur faisait une thèse sur Shakespeare, un professeur d'anglais faisait une thèse sur Shakespeare sans parler anglais. Ça me peut, si on veut écrire sur Shakespeare, il me semble, le moindre des exégèses de la Bible, c'est de passer au texte originel. Donc tout ce que je pouvais lire sur Dante, à chaque fois, ça ramenait à de la traduction latine ou latin ou italien, puisque Dante écrivait en italien. Et là, à un moment donné, il faut prendre un petit peu, soit on abandonne, ou soit on est sérieux, et donc il fallait passer par l'hébreu. Alors en passant par l'hébreu, très rapidement, ça devient passionnant, l'étude de l'hébreu, mais on oublie, après, là on comprend que la Kabbale c'est pour jamais, quoi. Vous savez, la Kabbale c'est comme les pythagoriciens, hein. C'est une école de pensée avec ses règles. On ne devient pas kabbaliste comme ça. On peut lire des livres de la Kabbale et les comprendre, mais ça ne veut pas dire, comme je disais, comme la musique, ça ne veut pas dire qu'on est kabbaliste. Donc, en tous les cas, ça m'a permis d'avoir accès aux textes bibliques et déjà c'est déjà pas mal. Et puis aussi au Talmud, parce que lire le Talmud sans l'hébreu, c'est aussi un peu incohérent. Et d'ailleurs, si vous lisez le Talmud, même sans parler hébreu, vous êtes parfois dans des passages totalement surréalistes. Pour vous donner un petit exemple, dans le Lévitique, il y a un passage, donc dans le Pentateuque, enfin dans la Torah, il y a un passage où si par hasard en chemin tu rencontres un nid d'oiseaux avec les oisillons dans le nid, ne prends pas les oisillons, tu fais attention que la mère ne soit pas là. Tes jours, si tu fais ça, tes jours, tu perdrais tes jours, enfin tu vas mourir tout de suite, enfin une allusion comme ça. Eh bien, le Talmud, comme toujours, prend ce verset et étudie ce passage du nid. Et alors, il parle de différentes hypothèses. Alors donc, on analyse la situation, les oisillons dans le nid, loin de la mer. Deuxième hypothèse, le nid, il n'est plus sur un arbre, il est posé par terre. Raisonnement à partir de ça. Après, le nid, il est plus par terre, il est plus dans l'arbre, il est dans le ciel. Alors déjà, on est dans le concept, c'est-à-dire il y a un nid dans le ciel, et puis il y a des petits oisillons, et la mère est là où elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire devant ce nid d'oiseaux? Qu'est-ce qu'on fait avec les oisillons? Mais le nid est dans le ciel. Ensuite, le nid est dans la tête. C'est-à-dire, oui, je crois qu'avant il est posé sur la tête, et après il est dans la tête. Donc on est dans des jeux, on est dans une construction d'une éthique, je dirais, on est dans une construction d'une logique qui ne passe pas par le sens, parce que d'avoir un nid dans la tête, d'ailleurs moi ça m'a tellement plu comme image, sans rien comprendre d'ailleurs, enfin ça m'a tellement plu que j'en ai fait un tableau qui s'appelle Les nids dans la tête.